Ok, alors un instant encore pour que tout le monde ait les écouteurs. ותכף נתחיל. Alors, Diane Cooperman, בבקשה. Merci Lévana pour la très généreuse présentation. Je suis très très contente et très émue d'être ici. C'est un moment important pour nous tous. Et je veux vous dire juste pour commencer combien c'est important ces congrès. Nous sommes peut-être la dernière génération qui peut expliquer au monde la vie que nous menions. Les gens n'ont pas la moindre idée de ce que c'était que vivre en Égypte. Et non seulement de vivre en Égypte, mais de vivre avec des Arabes, des musulmans, en parfaite harmonie. On avait avec nous des gens qui nous aimaient vraiment, qui nous aidaient vraiment, des amis de cœur et des amis de fait. Et les gens n'imaginent pas. Une autre chose aussi qui est très importante en relation aux musulmans, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être radical, ni religieusement, ni politiquement. Et dans le monde que nous vivions, il y avait les Arabes et les musulmans totalement intégrés, totalement libres, qui vivaient à la mode européenne, à la mode universelle, sans pour cela être dépravés. Personne n'avait besoin d'avoir la burqa, personne n'avait besoin de se cacher. Il y avait bien sûr des femmes religieuses qui s'habillaient, qui se couvraient, mais la grande majorité était tout comme nous. Alors, il faut montrer au monde qu'il peut y avoir un univers parfaitement égalitaire. Mon thème est expulsion des Juifs d'Égypte. Pourquoi le Brésil? Et c'est une question qui m'est constamment faite, constamment posée. Hier même, un monsieur me demandait pourquoi le Brésil? Je dis bon, venez m'écouter demain, je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, je répondais toujours que c'était à cause du climat, de la vie agréable, des facilités de vie, parce qu'on était habitué à ça en Égypte. Pauvres ou riches, on a mené une bonne vie. Il n'y avait pas de la différence. Chacun pouvait avoir un petit domestique, chacun avait ce qu'il voulait, la nourriture était bon marché. Donc, on vivait bien en Égypte, on se sentait bien chez soi. Et le Brésil a offert ce genre de vie aux Juifs d'Égypte qui y sont allés. L'Europe, en fait, était beaucoup plus dure. Et comme disait Lévana hier, beaucoup de gens craignaient de venir en Israël. Il faut penser qu'on était en 1956. Israël n'avait pas encore 10 ans. Le moment était de très grande lutte, de pauvreté, de moments terribles, avec la guerre et les angoisses. Alors, les gens hésitaient. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que je vais en Israël? Seuls vraiment venaient ceux qui avaient l'idéal sioniste ou ceux qui n'avaient pas où aller, n'avaient pas ailleurs. Alors, c'était Israël. Mais ce que je veux vous raconter, il faut que je me symptonise en français, parce que sinon ça sort en portugais. Tellement de langues qu'on apprend. Ce qu'il y a, il y a d'autres raisons aussi qui sont très rarement révélées. Surtout à cause de la discrétion d'un homme qui a mis en place toute l'opération d'ouverture du Brésil aux Juifs apatrides d'Égypte. Cela paraît invraisemblable. C'est une histoire vraiment invraisemblable qu'il m'a fallu beaucoup de recherches pour finalement la croire, et je vous la transmets aujourd'hui. Pour mieux comprendre, il faut reculer dans le temps et prendre connaissance de données importantes. Tout d'abord, il faut démonter l'illusion de la nationalité égyptienne. Malgré la présence hébraïque et juive en Égypte depuis les pharaons, le droit à la nationalité était éphémère et rare. C'était les registres des entités religieuses qui définissaient l'identité des personnes. Et en fait, à peine les musulmans nés avaient droit à l'identité nationale. Les autres étaient considérés indigènes ou sujets locaux ou protégés par d'autres nations. Et
ce n'est qu'à partir de 1926 que la loi va définir le statut social, le statut d'appartenance. Je lis ici, ceux qui sont nés sous l'Empire turc-ottoman avant la Première Guerre mondiale et possédant documents qui le prouvent, pouvaient demander la nationalité égyptienne. Et c'était très difficile. Comment prouver avant 1948 que vous n'aviez aucun autre document, aucune autre nationalité? Et même les Juifs de 2e ou 3e génération nés en Égypte n'avaient le droit à la nationalité que s'ils prouvaient n'avoir eu aucune autre nationalité depuis 1948, preuve difficile, sinon impossible. Cela explique que la plupart des Juifs étaient en fait apatrides. Et la question devient nettement raciale par la loi de 1929. Je lis de nouveau. Sont considérés égyptiens les enfants nés en Égypte d'un père étranger qui lui-même y est né. Alors vous voyez, c'est un père qui est né en Égypte et considéré étranger dans sa propre terre, dans son propre pays. Lorsque cet étranger se rattache par la race à la majorité de la population d'un pays de langue arabe ou de religion musulmane. Ça empêchait tout juif d'avoir la nationalité et ça ne pouvait jamais être une majorité non plus. Donc, pas question que les juifs puissent être nationaux. Et bien sûr, beaucoup de juifs partent d'Égypte dès le début du siècle passé, fin du 19e et 20e siècle, à la recherche d'un monde meilleur. Et je vais vous raconter une histoire d'une famille. Nous sommes au début de l'an 1904. 4 frères Lisbona, Albert, Raphaël, Élie et Théophile. Ils sont tout jeunes, célibataires. Ils aspirent à une vie meilleure. Ils ne veulent pas être sujets à la bonne volonté d'un gouvernement. Ils veulent partir vers l'inconnu, tenter leur chance et faire fortune. L'Amazonie est terre de promesses. Les parents, Nathaniel Shehad Lisbona et Gilsom Nefahi, ne s'y opposent pas. Retenons ces 2 surnoms, Lisbona et Fahi, parce que nous y reviendrons. Ils savent que les garçons juifs sont les premiers à être convoqués en tas de conflits. Et ça, c'était partout, les pays arabes, en Syrie, en Turquie. Ils prenaient les garçons juifs, les emmenaient à la guerre, et c'était les premiers dans les rangs à être tués, massacrés. Et la région est en effervescence permanente. Ils partent donc pour l'Amazonie en 1904 et rapidement s'y adaptent. Le caoutchouc est produit d'exportation recherchée. En plus, il est très peu manufacturé au Brésil, donc il y a plein de perspectives. Ils débarquent au Brésil, heureux et pleins d'espoir. Néanmoins, ils ne comptaient pas sur les moustiques et les maladies endémiques qu'ils provoquent. Malaria, fièvre jaune, plus verminose, piqûres de serpent. Bref, Albert, l'aîné, attrape la malaria. La situation s'aggrave et il décide de rentrer en Égypte pour mieux le soigner et pour qu'il ne meure pas loin des siens. Malheureusement, il finit par mourir à Paris sur le chemin de retour le 8 novembre 1904. Bon, bien sûr qu'eux voulaient revenir en Amazonie, c'était vraiment une terre d'opportunités, mais les parents s'y opposent, ils ne veulent absolument pas perdre un autre enfant. Et ils restent donc, tous là, font leur vie, travaillent, se marient. Raphaël épouse Pauline Cohen et il aura 4 enfants. Céline, mariée à Jacques Perpignan, a eu 2 enfants. Maurice, qui est ici avec sa fille Dina, et André. Ensuite, où est-ce que je suis? Je me suis perdue. Juste dans ma famille, je me suis perdue. Mayer, qui est le second, qui épouse sa cousine Germaine, Régine,
Et ils auront 6 enfants, Huguette, Élie, Nadine, Yolande, Diane, qui vous parle, et Charles. Et Victorine, qui est Maria Menahem Negrin, a eu 3 enfants, Tony, Ezra et Paulette, et Albert, marié à Sheila Lagnado, auront 2 filles, Denise et Renée. L'Amérique reste pourtant un local de souvenirs exotiques qui vont peupler l'imaginaire des enfants de Raphaël, surtout de Mayer, pour qui le Brésil était un endroit de 1001 possibilités. Pour Régine, qui perdit son père à l'âge de 3 ans, c'était un endroit, surtout l'Amazonie, à ne pas y mettre les pieds, mais elle est venue, elle a été heureuse, elle n'a jamais été en Amazonie. J'y ai été, je sais qu'elle aurait raffolé de l'Amazonie, mais enfin, et Théophile est le seul qui reviendra en 1968, et il racontait combien l'Amazonie et le Brésil étaient un pays merveilleux. Mais revenons à Mayer Lisbona. Jeune, élève brillant du collège Saint-Marc, où d'autres avaient étudié, ici on a entendu hier. Et très jeune, il commence à travailler dans la rizerie de Vadia Israël, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissent. Il commence comme office boy, puis aide comptable, et rapidement devient son bras droit et assume les fonctions de direction dans les contacts internationaux. Milan, Trieste, en Italie, Genève, Lausanne. Là, vous comprendrez pourquoi Lausanne a fait finalement ses importations qu'il fallait faire. Il ne savait pas le faire. De maïs, tu avais dit ce matin, des importations de quoi de Lausanne? Exactement. Non, il était en Égypte. Non, je n'ai pas dit 68. Je dis qu'il commence très jeune, encore c'est des années 30. Encore dans les années 30, il commence ce travail, il a ses contacts dans Milan, Trieste. Non, il habitait Rio, il habitait Alexandrie. Il n'a pas quitté. Oui, ils sont revenus tous en Égypte. D'accord. Ah bon. Non, mais ça, c'est son père. Ce n'est pas Mayer. Tu m'ouvres ici, s'il te plaît. Ce n'est pas son père. S'il y a un doute quelconque, c'est-à-dire c'était 4 frères, une génération du début du siècle. Je ne vais pas plus parler de ces 4 frères. Je parle des enfants de Raphaël, qui a eu ces 4 enfants entre eux, Mayer Lisbona. D'accord? Et ce Mayer qui va commencer très jeune à travailler et à se faire respecter, se faire admirer. Et lui va commencer, ce qui est impressionnant, et je veux expliquer pourquoi le Brésil, à cause de ce travail de ce jeune homme, il commence à travailler dans le monde. C'est-à-dire un garçon qui commence comme office boy et être comptable, et commence à assumer les fonctions dans une rizerie très importante. Quand il assume ça, il assume aussi ses fonctions internationales. Et alors, il a les contacts à Trieste, où il y avait aussi beaucoup de riz. C'était un entrepôt d'exportation de riz. L'Égypte vendait du riz, du coton, du blé, là, un tas de denrées. L'Égypte vendait et il fallait que quelqu'un le fasse. Donc, il agrandit le travail de Vadia Israël, où il a commencé à travailler, qui vendait à peine du riz. Et tout à coup, il fait un grand commerce international et il a tous ses contacts à Lausanne, en France, à Londres. Et c'est pour ça que le monsieur que tu avais cité ce matin, qui a été à Lausanne et qui a fait l'importation, ce monsieur était ami de papa et il va avec lui faire les transactions qu'il y a besoin pour faire cette importation-exportation. Le monde de l'import-export est un monde très réduit. C'est une élite dans le monde qui a des contacts partout et ils travaillent tous ensemble. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il est en même temps actif dans la communauté juive. Donc c'est un homme juif qui s'assume comme juif. Et c'est ici que vient l'incroyable. Il est conseiller de Farouk, de Naguib
et de Nasser. Et c'est ça qui est extraordinaire. On a vu au long de l'histoire, tous les dirigeants arabes avaient toujours de leur côté un juif pour les conseiller, un juif pour les orienter, un juif pour les aider. Et ce Maher Lisbona est quelqu'un qui va travailler et va aider ceci. Bon, en 1954, il reçoit une mission officielle d'aller au Brésil pour acheter le bois pour la construction du chemin de fer en Égypte. Regardez le détail. Le visa est temporaire. La nationalité égyptienne. Il voyage en tant que représentant d'Égypte. Et il vient en 1954. Quand il arrive au Brésil en 1954, il sait déjà que la situation va s'empirer. C'est encore Naguib, ce n'est pas encore Nasser. Mais il sait que la situation ne va pas être très bien, très claire. Il entre en contact avec la communauté juive. Et Rio était capitale, et il y avait à Rio, bien sûr, tous les dirigeants communautaires du Brésil. Et il y avait un ministre, Horacio Laffer, qui était ministre du dictateur Getúlio Vargas. Et il a dit qu'il faut absolument qu'on prépare le terrain pour les Juifs apatrides, parce que ceux-ci n'auront pas où aller. S'ils ne veulent pas aller en Israël, il leur faut une autre possibilité. Et Horacio Laffer dit, bon, écoute, mais Getúlio Vargas est anti-juif. C'était un dictateur qui était pro-nazi, pro-Hitler. Le Brésil n'est pas rentré dans la guerre du côté de l'Axe par une simple coïncidence. Un bateau brésilien a été effondré par les nazis, donc il n'y avait pas comment ne pas déclarer la guerre à ce pays ennemi. Sinon, nous tous, nous aurions pu être massacrés au Brésil. Il dit, bon, de toute façon, voyons ce qu'on peut faire. Il parle à toute communauté, il retourne en Égypte et il fait son travail. Je saute une certaine truc et je viens ici à 1959. 1959, il y a déjà eu la guerre de Suez. Je parle un petit peu de la situation en Égypte. Le fait que Maher soit resté en Égypte, il voit que la situation est terrible, la guerre surgit, et avant la guerre, il commence à dire, bon, voyons, nous allons faire quelque chose. C'est très important. Ah, pardon, j'ai oublié un détail important, j'ai voulu ne pas lire, je recommence. Quand il retourne du Brésil, il emmène dans ses bagages le livre de Stefan Zweig, Le Brésil, pays d'avenir. Tout le monde a connu ce livre et tout le monde sait l'importance de Stefan Zweig. Et il emmène dans son bagage aussi le film que le gouvernement brésilien avait fait avec ce livre sur cette histoire. Et il passe ce film à la maison. Il achète à Paris un projecteur que maman va apprendre à faire fonctionner. Et il montre ce film aux dirigeants communautaires d'Alexandrie et du Caire. Il les réunit à la maison. Ces soirées-là, tous les domestiques, bien sûr, étaient dispensés. Parce qu'on a vu hier que pour plus fidèles qu'ils soient, ils peuvent trahir. Donc, ils sont tous dispensés. Et il faisait ces réunions pour discuter l'avenir de notre communauté et les desseins de la guerre. Tout le monde savait que la guerre allait éclater. En même temps, il suggère que ceux qui n'ont pas de nationalité, tous les juifs apatrides, même égyptiens de 2e et 3e génération, qu'ils cherchent, qu'ils essayent d'obtenir une nationalité, qu'ils l'achètent, qu'ils payent, ou qu'ils cherchent par parenté, mais qu'ils obtiennent une autre nationalité. C'est pour ça qu'on a tellement de Grecs, de Roumains, d'Italiens, d'Anglais, qui n'ont jamais mis les pieds dans leur pays natal, entre parenthèses, entre guillemets, mais qui ont obtenu ces nationalités. Et ce qu'ils font aussi, c'est quelque chose de très important, ils essayent de préserver le patrimoine religieux de la communauté. Je ne sais pas combien d'entre vous ont transporté dans leur valise des morceaux de Torah.
les taurotes des temples d'Alexandrie du moins, plusieurs temples ont été démontés, décousus et transportés dans les valises des gens qui sont partis. Et après, ils ont été remontés, du moins à Rio, c'est cette histoire que je vous raconte tout à l'heure. Donc, quand surgit la guerre et qu'il y a l'expulsion des Français, des Anglais et des Juifs, dans le délai de 15 jours, vous imaginez 15 jours, la guerre s'est finie et 15 jours après, il faut partir. Dans ce délai, il fallait qu'il y ait les bateaux à la porte. Sinon, comment embarquer tous ces gens? Et le gouvernement avait tout intérêt de provoquer le chaos. Il voulait absolument qu'il n'y ait rien d'organisé. Et ça, c'est dû aux connaissances et au travail d'exportation et d'importation qui ont permis que les bateaux de bannières non ennemies d'Égypte puissent être dans les ports. Donc, le jour marqué, il y avait les bateaux pour sauver la vie des gens. Et les gens partent d'une façon tranquille, sans jamais savoir tout ce qui avait été fait en coulisses. À ce moment-là, aussi un peu avant, ils voient que la situation va s'effondrer, toute la politique panarabique de Nasser, tout l'antisionisme de Nasser, la haine d'Israël, la haine des Juifs par conséquence, tout montre que les Juifs vont être les boucs émissaires. Il n'y a pas d'autre sortie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, Mayer, qui voyage beaucoup en Europe, entre en contact avec ceux du Brésil et dit, bon, il faut absolument que vous trouviez une solution. Et Getúlio Vargas n'est plus président. Ça, c'est une grande chance. Qui est président? C'est Juscelino Kubitschek, un homme d'un courage incroyable, un homme ouvert, un homme de son temps, l'homme qui a fait brésilien, qui a eu le courage de construire une nouvelle capitale dans un endroit où il n'y a pas ça. Laissez tout le monde parler comme il voulait. Maintenant, D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Par chance, Horacio Laffer, vous vous rappelez qu'Horacio Laffer était aussi ministre. Il devient ministre de Juscelino Kubitschek. Et là, tout est facilité. Juscelino ouvre les portes du Brésil aux Juifs apatrides, qui a un détail aussi important qu'on n'a jamais employé. C'est les Juifs d'Égypte sont reconnus par l'ONU, ont le statut de réfugiés. Et on n'a jamais employé ça. C'est quelque chose qu'il faut absolument employer, exiger. Non seulement le statut, on ne l'a pas employé parce que les communautés se sont organisées pour recevoir ces réfugiés. Mais on a le droit à des indemnisations pour les réfugiés. Donc, en 1959, regardez comme c'est intéressant, Mayer retourne au Brésil. C'est déjà Nasser, il y a déjà eu la guerre. Il retourne au Brésil en mission officielle pour acheter encore du bois pour la construction du barrage d'Aswan. Remarquez ici le visa. Avant, il était temporaire. Maintenant, il est permanent. Ça prouve qu'il comptait rester au Brésil. Continue toujours avec la nationalité égyptienne et c'est mars 1959. Il débarque, il fait la transaction, il conclut le négoce et il rend son passeport à l'ambassadeur d'Égypte au Brésil. Et l'ambassadeur lui dit « Abadan, jamais, comment tu vas me rendre? Tu es plus égyptien que nous. Comment tu ne veux plus être égyptien? Tu ne veux plus être... » Il dit « Je ne veux pas, c'est fini, je n'ai pas de vie, mes enfants. » Parce que lui aussi avait perdu, il avait sa rizerie, Egyptian Rice Mills, qui a été nationalisée. Alors comment un homme avec 6 enfants peut-il entretenir ses enfants sans travail? Ça ne sert à rien d'être au gouvernement, faire ce travail, mais ne pas recevoir. Donc, il échappe, il ne veut absolument pas, il insiste. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons rester en otage pendant plusieurs mois en Égypte. Le gouvernement ne voulait pas nous donner l'exit visa, le visa de sortie, dans l'espoir que papa rentrerait. C'était une façon de le pressionner. Ta famille ne te rejoint pas, toi tu retournes en Égypte.
Et à plusieurs fois, il a eu envie de revenir et maman lui disait non, ne reviens pas. Si tu reviens, nous ne sortirons plus jamais. Nous resterons ici prisonniers et toi, tu risques d'être exécuté, au minimum emprisonné, parce que c'est trahison. Tu as voulu renoncer à ta nationalité, qui est quelque chose que très peu de gens ont. Alors il tient bon et on part finalement pour le Brésil. Je ne vais pas raconter ici toutes les péripéties. Tout le monde a passé par ces péripéties, par la douane, par toutes les horreurs. Mais en fait, on continue et le voyage se fait. Ici, le passeport, vous voyez, nous sommes ici. Photo de passeport. Maman avec les 2 mineurs, c'est moi et mon petit frère. Mes 2 sœurs qui sont parties avec nous avaient leur passeport à elles. Ici, nous sommes déjà apatrides. Hein, vous voyez, nous sortons de la même famille. Nous sortons comme apatrides avec un visa permanent. Pour montrer la différence, mon grand frère Élie, qui étudiait à Paris, a rejoint mon père au Brésil. Lui continue comme Égyptien, mais son visa aussi est permanent parce qu'il va au Brésil pour rejoindre son père, notre père, et nous attendre tous là-bas. Bref, à part ça, oui. Exactement. La nationalité. Et ça, c'est un droit qui est interdit. C'est interdit. Aucun pays ne peut retirer légalement la nationalité de quelqu'un qui l'a déjà. Il ne peut pas retirer. C'est une option personnelle. Dire, moi, je peux renoncer à ma nationalité parce que j'ai opté pour une autre nationalité. Mais un pays ne peut jamais te retirer cette nationalité. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait, totalement illégal. Ce qu'il y a, sautons. Un petit détail intéressant. Le jour de notre départ, quand je dis que la convivence était très, très agréable, quand on part, c'était une déchirure. Parce que j'étais adolescente, je n'allais plus voir mes amis, je n'allais plus jamais rencontrer ce que j'aimais. On laissait tout derrière soi. Une maison merveilleuse, tout, un train de vie, voiture, chauffeur, etc., etc. Et tout restait en arrière. Mais les amis de mes parents, le jour de notre départ, Gamil Luisa, l'associé de papa à la rizerie qu'il avait perdu, qui était nationalisé, mais Gamil Luisa a continué à travailler dans cette rizerie, nous fait une réception d'adieu. Il nous invite à déjeuner et il invite tous les amis, les coptes, les musulmans, les chrétiens, il les invite tous pour nous dire adieu. Et avec toutes les nourritures, on connaît bien la générosité et toute la qualité de la nourriture égyptienne. Et au moment de partir, le sofragui, dans sa galabeya, le garçon dans sa galabeya impeccable, est à la porte avec 5 verres d'eau. Et Berlanti, la femme de Gamil, nous dit, buvez avant de partir, qui boit l'eau du Nil revient. Yerga, ewa. Mais yeshrab maya Nil yerga. Et ça, on a tous bu l'eau du Nil et avec une envie de revenir. Mais revenir à l'Égypte d'aujourd'hui, ce n'est pas comme l'Égypte qu'on avait. Abadan. Abadan. Mais ce que je voulais encore raconter, c'est juste 2, 3 autres petites choses intéressantes. Ah non, quand on est arrivé au Brésil, finalement, la communauté qui est venue d'Égypte s'est réunie avec mon père. Il dit, maintenant que tu es là avec ta famille, il faut absolument qu'on fasse un temple pour nous. On ait notre rituel, nos habitudes. On ne peut pas ne pas rester comme ça tous ensemble. On prie chez les autres. D'accord, les prières sont toujours les mêmes, il n'y a pas de mystère. On prie dans n'importe quel temple. Mais la communauté, il y avait près de 10 000. Donc, ils voulaient absolument pouvoir se réunir. Se dire 10 000, Mario, il y avait dans les 5 000. Ils avaient besoin
d'un endroit d'accueil. Alors, ils choisissent finalement, ils louent une maison et ils fondent la société Association brésilienne israélite Maïmonide. Bien sûr, Maïmonide pour l'Égypte, pour les Juifs d'Égypte. Maïmonide était le grand symbole. Abim, qui est devenu un centre de rencontre de tous les Juifs de Rio. Tout le monde avait plaisir de venir. Bon, notre joie de vivre, notre savoir-faire, toute notre animation. On a vu ici combien on a dansé, on a chanté. C'était toujours un plaisir. Alors, ils font ce temple. Et ici, c'est l'inauguration de la synagogue. Vous voyez les Rémonim. C'est ces Torates qui sont venus d'Égypte, sont de nouveau montés. Et c'est l'inauguration, le défilé. Celui qui porte ici est mon père, qui était à la tête de ce groupe. Et toute la joie de pouvoir retrouver, recréer un endroit à soi. Ici aussi, c'est la fête de l'inauguration. Je ne sais pas si vous reconnaissez certaines personnes. Certainement, si vous voyez plus calmement, vous reconnaîtrez. 2 épisodes très, très intéressants qui montrent combien la main de Dieu était sur ces Torates. En 1967, il y a un déluge terrible, une pluie torrentielle qui détruit presque tout à Rio. Les rues débordent, les fleuves débordent, les montagnes s'écroulent. Et bien sûr, le temple aussi s'écroule entièrement. Et miracle des miracles, l'Aron HaKodesh est resté intact avec dedans les taurotes venus d'Égypte. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose. C'est miracle, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un miracle. Et ces taurotes, le soir même, ont été amenés au centre israélite brésilien, le club qui avait aussi une synagogue, qui est là toujours une synagogue. Le CIB était une synagogue fondée par les Turcs, où les Égyptiens, les Libanais, les Syriens allaient avec plaisir, c'était leur temple aussi. Mais après l'abîme, bien sûr, il n'y avait plus besoin. Alors, la communauté, là, les dirigeants disent, bon, maintenant, ça va être notre temple, on ne va plus choisir ailleurs, on reste ici, et c'est devenu toujours le temple. Dans les grandes fêtes, les Juifs d'Égypte, bien sûr le nombre augmenté, louaient le salon du club, qui était très grand, et on faisait nos prières là-bas. Donc, dans cet espace, exclusivement pour les Juifs d'Égypte. Et c'est ça qui a provoqué le deuxième miracle. À la veille de Rosh Hashanah, Shen Tov, qui était le Shamash, a pris toutes les pièces d'argent pour les nettoyer pour les fêtes. Elles doivent être brillantes le jour des fêtes, bien sûr. Donc, elles n'étaient pas dans l'Aron HaKodesh, elles étaient dans une armoire derrière le temple. Et un cambrioleur est rentré, il a volé toutes les pièces d'argent qu'il y avait dans l'Aron HaKodesh, sauf celles qui sont venues d'Égypte, qui étaient séparées, qui ont été sauvées. Donc ça, c'est vraiment les 2 miracles que je peux vous raconter sur cette histoire d'Égypte. 3 minutes. Maintenant, alors je passe rapidement. Pourquoi je dis de garder les noms de la famille Fahi? Ici, de nouveau, les taurotes d'Égypte, dans une exposition que j'ai organisée avec le congrès Sephardi, c'était une exposition extraordinaire. Bon. Ce livre, The Sephardic of Manchester, Jews of Manchester, très rapidement, mon petit frère qui habitait Paris vient un jour et me dit « Hey, Jan, j'ai oublié de te donner, il y a longtemps, j'ai reçu une lettre d'une dame d'Angleterre et elle veut des informations sur notre père. » Je dis « Comment tu ne me donnes pas ?» Il dit « Bon, j'ai oublié, mais toi, c'est ton département, la recherche. » Il m'a donné la lettre. Je vois la lettre, c'est une chercheuse généalogiste qui faisait à la commande d'une famille Lisbona de Manchester, faisait l'arbre de la famille Lisbona et voulait retrouver la trace d'un certain Mayer qu'elle savait qui avait été important en Égypte et qui était au Brésil. Alors, bien sûr, immédiatement, je lui ai répondu, on a maintenu correspondance, je l'ai visité à Londres et elle raconte, dit l'histoire de la famille, la généalogie est très importante. Pourquoi Fahi
et Lisbona, ils sont liés par plusieurs mariages et par le destin. Je crois qu'ici, j'ai la photo meilleure. Regardez ici la maison Lisbona. Elle n'est pas très claire, mais elle est décrite par la femme de l'ambassadeur d'Angleterre à Damas. L'ambassadeur s'appelait Richard Burton, ce n'est pas l'acteur. Et sa femme, Isabel Burton, écrit dans ses mémoires que la maison Lisbona est construite en style oriental. Les chambres ouvrent sur une cour interne avec des fontaines en marbre et des arbres parfumés. Nos fameux faules, nos fameux jasmins qui embaument le tout. Les murs des chambres où les visiteurs étaient reçus, les salons bien sûr, étaient richement incrustés d'or, d'ivoire et de nacre. Et la maison existe toujours, elle a été transformée en école. Dom Pedro II, aussi l'empereur du Brésil, a visité cette maison et il l'a décrit aussi dans ses mémoires de voyage, dans ses récits de voyage. Et il dit que c'est une maison qui paraît très simple vue de l'extérieur, mais une fois que tu y entres, tu es emballé par le faste, par la beauté. À côté, à quelques centaines de mètres, une autre maison fabuleuse est celle des Fahy, qui est son cousin germain, cette maison qui est très semblable à la maison de Lisbona. Fahy était aussi conseiller du sultan, et c'était un conseiller, ça aussi c'est une histoire incroyable, vous pouvez la vérifier dans l'encyclopédie juive. Il était conseiller, mais il y avait avant lui, il y avait un vizir qui était très généreux, qui aimait les Juifs, qui a même fait que beaucoup de Juifs viennent pour aider parce qu'ils savaient qu'ils étaient un facteur de développement du pays. Quand il meurt, il est substitué par un autre appelé El-Gazar, qui est le boucher, quelqu'un de très féroce, de très méchant, mais qui a maintenu Fahy comme conseiller. Et à chaque fois qu'il doutait de son conseil, ou n'aimait pas, ou il y avait les intrigues qui disaient que ses conseils n'étaient pas bons, il lui a crevé un œil, il lui a arraché le nez, il lui a coupé le doigt, il lui a coupé le bras jusqu'à ce qu'il lui a coupé la gorge. Mais avant ça, un jour, il débarque chez Fahy, chez son conseiller, et lui dit « Emmène-moi chez les Lisbona ». Il ne peut pas dire non. Il l'emmène à Lisbona et il lui dit, il s'arrête devant ce bassin qui est là, ce bassin, et dit « Si demain matin, ce bassin n'est pas rempli d'or et de bijoux, il sera plein de têtes de Juifs, en commençant par les vôtres. » Bien sûr que le lendemain, il y avait tout l'or que le vizir voulait, parce qu'il fallait sauver les vies. Avec ça, on termine. Non. OK. Genre, je veux juste terminer. Ça, c'était en 1840. Ça, c'est le dîme. Bien sûr, c'est le dîme. Alexandre, voilà, c'est ça le dîme. En 1840. S'il ne remplissait pas le bassin d'or et d'argent, il était égorgé. Finalement, il a été égorgé. Même ça, même. Une fois, on lui a fait... Ça, c'est sur les fleurs d'Orient d'Alain Fahy. Il le raconte aussi, oui. Toute cette histoire-là, il elle l'a est raconté écrite aussi dans son livre. Oui, mais ce n'est pas le dîme. Le dîme, c'est un impôt que tous doivent payer. Oui, tous payent. À part ça, il y a l'impôt que tous payent régulièrement. Pas seulement, on lui a crevé l'œil. Oui, on lui a coupé le nez. On lui a coupé le nez. Avec ça, tu termines parce que c'est... Je termine. C'est ça. Vraiment, c'est très intéressant. On a dépassé les 40 minutes. Tu ne vas pas croire. 40 minutes. Mais tu vas reparler encore. Toda Rabba. C'était formidable. C'était fascinant.
Et je suis contente que tu es parmi nous. Tu vas rester ici, hein? Tu vas rester ici. On va travailler ensemble. Très bien, nous avons besoin de toi. Merci. תודה רבה, באמת, אני מקווה שגם אלה שלא יודעים צרפתית הבינו, ils ont compris. Et maintenant, et je passe mais tout droit parce que...